je suis Jacinthe Plamondon-Aymon. En fait, j'ai commencé dans ma carrière en vidéoclip pour après ça travailler pendant 15 ans dans un label où j'ai touché à peu près à tout ce qu'il y avait hors scène, donc la production d'albums, la gérance, la production de disques, les éditions. Puis, dans les dernières années, j'ai développé vraiment un service de distribution numérique direct où j'étais directement avec les plateformes pendant cette période-là. Puis, depuis 2 ans et demi, j'ai lancé ma propre entreprise où je fais de la gérance, je suis productrice, j'ai mon label, puis je fais aussi de la consultation, soit pour des artistes indépendants qui ont besoin d'aide pour se structurer, ou aussi, dans certains cas, avec des organismes un peu plus gros, comme la SOPROC, le ministère de la Culture, la SODEC. Puis je donne des formations aussi là, pour les artistes indépendants ou les gens de l'industrie en numérique. La découvrabilité, pour moi, c'est d'abord et avant tout un buzzword qui a été utilisé pour donner je pense, une espèce d'explication, ou en tout cas une signification à quelque chose qui, en fait, n'est pas nouveau en soi. De faire découvrir des artistes ou des produits culturels, ça a toujours existé. Ça existait dans le physique, ça existe dans le numérique. C'est juste que la façon a changé parce que le médium a changé, parce que les supports ont changé. Mais la réalité, c'est que ce mot-là a comme été inventé parce que tout à coup, on a vu le numérique comme quelque chose de tellement différent, alors que ce n'est pas tant. C'est simplement de changer une vision des choses puis une façon de travailler. Ça fait que, je ne sais pas si ça répond à ta question sur qu'est-ce que ça peut être la découvrabilité, là. Est-ce que le mot n'existe pas justement pour faire une distinction entre les stratégies classiques de promotion puis l'avenue de la connaissance plus fine de la clientèle, des consommateurs, puis l'avenue aussi des algorithmes qui dirigent les gens vers des produits particuliers? En fait, la différence, en effet, les algorithmes, c'est certain que ça joue dans le portrait. Puis c'est certain que ça, cet aspect-là, tout à coup devient un peu flou et peut-être moins clair que ça pouvait l'être, par exemple, avec un média qui filtrait et on savait à peu près où il filtrait qu'est-ce qui va passer à la radio, qu'est-ce qui va passer à la télé, alors que là, c'est contrôlé par un ordinateur. Ça fait qu'en ce sens-là, oui, la découvrabilité peut être associée un peu à ça, mais le côté connaître mieux son marché, le côté, normalement, quand tu mets un produit en marché ou quand un artiste, il y a toujours un public cible. Ça fait que ça n'a pas changé, au fond, dans la pratique. Je pense que c'est juste que quand le changement de support a changé, tout à coup, c'est comme si les gens perdaient leur repère. Alors que la réalité, c'est que si on fait la différence entre une mise en marché physique, mettons d'un album, pour parler de la musique, chez Archambault, au moment où on mettait en marché un album sur iTunes pour le vendre, à proprement parler, la réalité, c'est qu'au début, l'algorithme, il y en avait un, mais c'était pas ce que c'est aujourd'hui, par exemple, avec du streaming. Ça fait que c'est là où il faut juste faire un peu attention, je pense, à tout mettre à la même place. Puis je trouve que souvent, découvrabilité, c'est comme un mot, on est bon dans ce genre de petits buzzwords-là. Et ça, c'est vraiment typique des buzzwords utilisés, je dirais, en général, pour comme tout mettre dans le même panier, sans nécessairement faire de distinction entre chaque élément qui entoure la mise en marché ou en tout cas la mise à disposition, si ce n'est pas une mise en marché commerciale, une mise à disposition d'un produit culturel. Bien, en fait, je pense surtout que l'industrie a vécu un espèce d'âge d'or en musique dans les années 80, 90, début des années 2000, où il se vendait beaucoup d'albums. C'était vraiment une époque où il y a eu un gros marché monétairement pour la musique.
Et après ça, il y a eu une notion. Moi, quand je suis arrivée en musique, c'était au début des années 2000. Puis déjà, on parlait de piratage. Là, c'était le début du peer-to-peer. Et c'était le démon, littéralement. Et là, c'était la fin du monde. Je me rappelle, je travaillais en vidéoclip, puis les budgets étaient coupés. C'était dramatique. Puis, bon an, mal an, ça avance. Et là, on arrive avec iTunes. Et là, c'est la même chose. C'est acheter nos CD physiques. iTunes est le démon parce qu'on fait moins de sous, parce que tout à coup, on achète de la chanson plutôt que d'acheter l'album au complet. Puis après ça, là, tout à coup, le streaming arrive, puis là, on dit « acheter sur iTunes » parce que c'est le démon, le streaming. Il y a à chaque fois qu'il y a quelque chose qui peut déstabiliser ou qui peut remettre en question notre façon de faire, je dirais de façon générale au niveau de l'industrie, ça défait une sécurité. Et au lieu de prendre cette insécurité-là et de se dire « ouais, comment ça marche ça? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Comment je vais essayer de rejoindre mon public via ces nouveaux outils-là? » Le premier réflexe, c'est de dire « ouais, mais ça paye pas. Fait que j'en veux pas. » Puis, tu sais, moi, je me rappelle mes premiers rapports iTunes, ça a pris 1 an, je pense, qu'on puisse s'acheter, notre baseline, c'était de s'acheter un trio chez McDo. Puis, je pense que ça a pris un an et demi, je pense. Puis là, quand on a atteint ce montant-là, on a fait « wow, on vient d'atteindre quelque chose. » Puis aujourd'hui, iTunes, c'est bien plus qu'un trio McDo pour la majorité des producteurs, tu sais. Ça fait que c'est là où, à un moment donné, il faut aussi se laisser le temps, puis laisser le temps aux nouveaux modèles d'arriver et se donner cette latitude-là aussi d'essayer de comprendre comment ça fonctionne pour faire quelque chose, tu sais. Moi, les playlists, par concours de circonstances, à un moment donné, on est sur une plateforme, je me rends compte que mes artistes en français, je m'excuse, je suis désolée, mes artistes en français, je me rends compte qu'ils ont tout à coup du succès au Brésil. Et je ne comprends pas pourquoi. Et là, je parle avec une personne qui s'occupe de la plateforme, puis je dis, je comprends pas, j'ai plein de fans brésiliens, je vois pas la corrélation. Pour me faire dire par la plateforme, c'est parce qu'on vient d'ouvrir. On vient d'être lancé au Brésil et on a un succès fou là-bas au niveau de notre plateforme. Ça fait que c'est probablement pour ça. Et là, les gens là-bas, ils écoutent, puis ils écoutent de tout. Ça fait que, puis moi, j'avais un truc latino dans mon catalogue et qui n'a pas marché du tout ici. Puis on s'est mis à faire une liste de lecture latino, bien montée. Puis tout à coup, on était, pour cette plateforme-là, à cette époque-là, dans les, je pense, 50 listes de lecture mondiales les plus suivies. Ça fait que, tu sais, c'est ça, à un moment donné, il faut essayer de voir autrement qu'est-ce qu'on peut en tirer. Puis l'attitude avant, c'était beaucoup, je sors un album, j'ai 3 mois, tu sais, pour en vendre parce qu'il faut que j'en mette en magasin, sinon je vais avoir des retours. Puis mon back catalogue, je l'utilise plus parce que dans le fond, plus personne s'intéresse à ça. Là, tout à coup, les nouvelles technologies, ce que ça permet, c'est tout est là. Ça fait que tu peux travailler tes affaires sur du plus long terme. Tu peux travailler tes affaires qui existaient avant puis les remettre en avant quand tu vois qu'il y a un momentum, quand tu vois que tu as un public cible que tu pourrais aller chercher quand tu veux. Ça fait qu'il faut que mais pour ça, il faut que tu joues dans les plateformes, il faut que tu t'amuses, il faut que tu sois à l'écoute, il faut que tu regardes ce qui se passe. Ça fait que tout ça, je dirais, c'est surtout une espèce de veille que je pense dans le moment où tout allait bien, il n'y avait pas ce besoin-là. Tu sais, t'écoutais la radio, voir ce qui jouait pour savoir ma toune, elle peut-tu passer ou le prochain truc que je vais signer, ça va-tu être un hit? Mais il n'y avait pas une veille constante qu'il fallait faire. Puis il y avait un côté un peu plus, cette recette-là, elle marche. Fait qu'elle va marcher pour tout. Alors que là, on est plus dans une notion que chaque chose est différente, puis il faut que tu le travailles différemment. Moi, c'est plus comme ça que je vois l'évolution dans ma façon de travailler, je dirais, par rapport à l'arrivée du numérique qu'autrement, en fait. Mais est-ce que c'est quelque chose, le travail que vous faites avec les plateformes, est-ce que c'est quelque chose qui s'est ajouté à
au travail que vous faisiez traditionnellement, ou si ça a remplacé le travail que vous faisiez. Est-ce que la méthode classique de promotion, de tracking radio, d'entrevue existe toujours? Oui. Essayer de pousser aussi encore la vente d'albums, même la vente d'albums physiques. Est-ce que ça existe toujours? Puis, en plus, vous avez ajouté le travail auprès des plateformes, ou si le travail des plateformes a remplacé ce que vous faisiez auparavant? Je dirais que ça s'est ajouté. La raison que ça s'est ajouté, en fait, c'est pas tant parce que c'est un nouveau métier ou c'est plus parce que on est encore sur deux modèles. On est encore, la majorité des producteurs vont vous le dire, au Québec, on vend encore du physique. Je pense que les compagnies qui impriment des CD vont fermer avant que le public, lui, arrête d'acheter une portion de physique. Ça fait qu'il y a cette notion-là où on est encore toujours sur deux modèles. Tu sais, il faut que je gère de l'inventaire, mais en même temps, il faut que je gère du streaming. Fait que c'est plus cet aspect-là qui fait que là, souvent, on ajoute des ressources plutôt que de dire, bien, je remplace tout un pour tout l'autre, parce qu'on a besoin monétairement des deux sources de revenus, parce que notre public consomme des deux façons présentement. Par contre, ça, c'est en train de changer. Ça fait que tranquillement, plus le physique va diminuer, parce que là, je veux dire, il n'y a plus de CD, de lecteur CD dans les autos, il n'y a plus de lecteur CD sur mon ordinateur, il n'y a plus... Ça fait qu'à un moment donné, j'ai plus de lecteur CD, fait que j'en vendrai plus de CD. Et là, quand tout ce qui entoure ce support-là va mourir tranquillement ou n'existera à peu près plus, là, je pense que les consommateurs aussi vont basculer vers les nouvelles plateformes. Et là, tout à coup, toute la gestion du physique, tout ce qui est lié à ça va changer. Par contre, au niveau du marketing, les médias sont encore hyper influents. Les gens écoutent encore la radio. Ils écoutent encore la télévision. Si c'est pas de la télévision sur le câble, c'est de la télévision en ligne. Ça fait que le média écrit, les gens lisent les nouvelles, tout ça, ça reste une porte d'entrée qui est importante, qui se diversifie maintenant avec de l'achat publicitaire sur les médias sociaux, avec des influenceurs, il y a toutes sortes de choses, mais il reste qu'au final, tout ça, on en a encore besoin pour faire connaître. En fait, c'est que tous les haut-parleurs possibles pour un produit sont pertinents. C'est juste que là, on a d'autres haut-parleurs, mais en même temps, je pense pas que c'est nécessairement... un remplace pas l'autre. Je pense qu'ils sont plus tous complémentaires les uns aux autres. Puis il faut continuer à les travailler de la même façon. Puis il y a aussi une question de qu'est-ce qu'on travaille. Tu sais, si je travaille du top 40 pop, c'est sûr que je vais le travailler avec de la radio commerciale. C'est là mon canal, c'est là que mon public. Et si je travaille quelque chose qui a un peu plus de niche, bien, je vais aller le travailler autrement. Comme c'était le cas avant aussi, tu sais, je pense pas que quelqu'un qui sortait du classique s'attendait à jouer à C'est quoi. Je veux dire, il va le travailler avec son public cible, tout ça. C'est juste que là, maintenant, il y a un outil potentiel pour aller le rejoindre autrement, peut-être son public cible. Si son public cible, il est très à l'affût des technologies, si son public cible, il est plus sur Spotify ou sur Apple, fait que c'est plus ça. Pour moi, souvent, je dis aux gens, tu sais, pour moi, Apple versus, mettons, un Spotify, c'est la même chose que dans le temps, le public qui était chez Walmart puis le public qui était chez Archambault, c'était pas le même public. Fait qu'il y a cet aspect-là qui est important. C'est exactement la même chose, c'est juste la porte d'entrée, elle va aller avec le public cible que tu veux aller chercher. Ça fait que c'est là où c'est pas si différent que ça, je trouve, d'avant. C'est juste la question que là, quand c'est arrivé, je pense que ça a déstabilisé beaucoup de gens. Puis encore aujourd'hui, je pense que ça déstabilise beaucoup de gens parce qu'ils sont pas capables de faire ces parallèles-là entre le avant et le après pour plein de raisons, tu sais.
Ça, c'est très étrange. Moi, les influenceurs, j'ai eu un projet cette année. C'était la première fois que je travaillais sur un truc d'influenceur. Et on avait un public hyper niché. Ça fait que toute notre recherche d'influenceurs s'est faite vraiment en fonction de c'est qui qu'on cible. Et on avait un public tellement précis qu'on est vraiment allé chercher des influenceurs qui étaient vraiment directs sur notre public cible. Et on s'est rendu compte souvent que peut-être c'est pas l'influenceur qui a le plus de followers qui est le plus pertinent, parce que ça aussi, à un moment donné, tu compares tout ça, les tarifs, la portée qu'ils ont. Et c'est pas tant ça qui fait la différence que est-ce qu'ils s'adressent vraiment carrément à ton public. Et quand c'était des gens qui s'adressaient vraiment à notre public, puis souvent aussi qui faisaient des posts personnalisés, que c'était pas quelque chose de... Tu sais, dans le fond, c'était pas on leur donne du visuel puis publie. C'était vraiment, ils aimaient ce pourquoi on les approchait. Ils l'ont pris à cœur. Ils ont fait eux-mêmes du contenu qui était adapté à eux, mais qui était en lien avec ce que nous, on leur proposait. Et là, ça, on voyait le nombre de partages, le nombre de commentaires, le nombre de... Bon. Fait que ça a été une expérience intéressante à ce niveau-là, parce que même ça, je pense que c'est en train de changer. Je pense que peut-être qu'il y a eu une époque où les influenceurs... c'était des porte-voix à qui on donnait le message carrément et ils le diffusaient. Je pense que le public, au début, peut-être suivait ça. Je ne suis pas certaine que le public, aujourd'hui, a la même perception ou reçoit les messages de la même façon qu'il le faisait avant par rapport aux influenceurs. Ça fait que ça aussi, ça change. En fait, c'est la même chose qu'un média. Tu sais, des fois, il y a des critiques qui ont eu beaucoup, beaucoup d'influence. Tu sais, moi, je pense à un Claude Gingras qui était la Bible. Comme musicien classique, si tu avais une bonne critique, tu étais comme tellement content. C'était la première chose que tu mettais dans ton dossier de presse. Puis en même temps, on regarde aujourd'hui, peut-être que les critiques, il y en a qui ont beaucoup d'influence, il y en a peut-être un peu moins. Ça fait que pour moi, les influenceurs, c'est un peu le même genre de truc. C'est en évolution de la même façon que les médias ont évolué au niveau des chroniqueurs, des critiques, des différents journalistes, puis de la portée qu'ils ont. T'sais. À la différence que les influenceurs, tu peux les rémunérer. Tout à fait. Oui, tout à fait. Ce qui est vraiment pas... C'est pas évident toujours de savoir combien ça vaut, qu'est-ce que ça donne. C'est vraiment tout un monde. Puis ça, moi, c'est la première fois que je travaillais sur un projet comme ça parce que, par principe, j'ai toujours été contre le principe de rémunérer quelqu'un pour parler d'un projet. Sauf que là, j'étais dans une situation où c'est ça, on avait un public très précis, on avait un objectif très précis, puis c'était le genre de projet que je savais que je pourrais à peu près pas aller chercher du média traditionnel. Puis entre mettre de l'argent sur une pub Facebook ou une pub YouTube à n'en plus finir, ça me permet de passer autrement ma promotion. Fait que moi, je le considère vraiment comme une dépense publicitaire, comme si j'achetais de la pub sur Facebook, dans le fond. Puis, au chapitre des revenus, oui. Des artistes, oui. De la production, oui. Est-ce que tu peux nous faire un portrait de l'évolution, disons, dans cette transformation-là des plateformes, quelles sont les transformations aux sources de revenus? Le rapport, mettons, produits physiques, téléchargement, puis streaming. Oui. En physique, je dirais, pour faire ça un peu rapidement, là, je ne veux pas faire toute la chaîne, mais en physique, la façon dont ça fonctionnait, puis c'est la même chose pour de la vente numérique, c'est t'achètes la copie, l'argent s'en va tout de suite à la plateforme, au distributeur qui le redonne à la maison de disques, au producteur, à l'artiste et aux auteurs-compositeurs aussi par la bande. Le montant, il est plus gros
et il est immédiat. Et la personne peut l'écouter une fois de son bord, elle peut l'écouter 1 million de fois, ça ne change rien. Toi, tu es payé upfront pour la chanson ou l'album. Le streaming est venu changer la donne parce que le calcul des revenus est vraiment différent. Souvent, les gens disaient, ouais, ben là, pour un album, la plateforme paye 70 cents. Pour une tune, ça veut dire de 99 cents sur iTunes. La plateforme va payer 70 sous au distributeur qui va reverser selon les pourcentages, etc. Fait qu'il y avait un montant fixe. C'était beaucoup plus facile à comprendre. Le streaming, la façon que ça fonctionne, c'est vraiment tout l'argent récolté par pays, par mois, par la plateforme, qui est splitté en, mettons, là, je mets ça gros, là, mettons, 55 % s'en va au distributeur, grosso modo. Selon les plateformes, là, ça va varier, mais ce qui fait que ton montant va varier à chaque mois sur combien ton stream vaut. Ton montant va varier selon quelle plateforme, dans quel pays. Fait que ça devient beaucoup plus compliqué parce que là, tout à coup, ta toune, elle ne vaut pas une pièce. Elle vaut, oui, 0.0003 peut-être, mais peut-être que le mois d'après, elle va valoir 0.01. Puis peut-être que en même temps qu'elle vaut 0.01 au Canada, peut-être qu'elle va valoir 0.05 en France. Ça fait que ça devient complexe à comprendre. Fait que ça, c'est la première chose, je dirais, qui est peut-être un peu déstabilisante parce que la réalité, c'est que le streaming fonctionne un peu sur une base qui ressemble au tarif radio, c'est-à-dire que c'est basé sur les revenus, puis il y a un split, puis il y a des calculs qui viennent s'ajouter à ça, mais elle fonctionne par une distribution qui est la même que la chaîne traditionnelle. Ça fait que la réalité, c'est que les gens, quand ils reçoivent leur rapport de combien ça paye en radio, ils ne savent pas combien ils ont eu du play. Ils voient juste un montant pour une période donnée. Ça fait que c'est tout cet aspect-là qui est difficile à saisir parce que ça devient un peu... on compare vraiment des pommes avec des oranges là, quand on est dans les deux systèmes. L'autre chose aussi, c'est comme je disais tantôt, le producteur, il mettait un album en marché. Lui, il avait peur d'avoir des retours. Puis, en plus, il y avait une notion de « faut que je rentabilise mon album tout de suite ». Avec le streaming, tu ne peux plus avoir cette approche-là. Étant donné les revenus et la façon dont les revenus sont calculés, il faut vraiment que tu aies une approche long terme. L'idée, c'est ta toune, les gens, s'ils l'aiment, ils vont y revenir pour toujours. Une des statistiques qui est constante depuis des années, c'est que 50 % de la consommation en streaming, c'est des chansons qui datent d'il y a plus de 3 ans. Ça veut dire que les gens ont tendance à écouter le passé plus que le hit du moment. Et ça, c'est super important. Ça veut dire que plus tu vas travailler sur la durée, plus tu as à gagner. À moins d'être le gros hit du moment, là, tu sais, je veux dire Drake, puis Ed Sheeran, puis tu sais, quand t'es ça, là, c'est sûr que tu vas scorer beaucoup rapidement. Mais si t'es pas dans cette approche-là, l'idée, c'est qu'il faut que tu le fasses sur la durée. Fait qu'il faut que tu sois là souvent, longtemps, puis il faut que les gens se rappellent de toi systématiquement, puis il faut que tu les marques assez que si tu as été leur tourne de leur première peine d'amour, ben quand ils vont en vivre une deuxième, ça se peut qu'ils recommencent à écouter ta chanson. C'est bête de même, mais c'est ça le streaming. Alors qu'avant, toute cette information-là, on ne l'avait pas parce que j'achetais mon disque et je pouvais le réécouter 40, 50, 60 fois. Tu n'avais aucune façon de savoir quand je l'écoutais, où. Je pouvais le passer à mon ami qui est outre-mer. Tout ça, c'était des données que tu n'avais pas. Ça fait que l'avantage que ça a, c'est que ces plateformes-là, tu as ces données-là. En tout cas, une partie. Tu n'as pas tout. On aimerait en avoir bien plus que ce qu'on a. Mais tu as une partie de ces données-là. Mais c'est surtout qu'au niveau de bâtir... de mettre en marché un produit ou de bâtir une carrière, bien, c'est beaucoup plus sur du long terme. Puis nous, tous nos systèmes sont basés sur du court terme parce que le marché était basé sur ça avant. Les subventions étaient basées sur le modèle d'affaires qui existait. Donc, tout
tout le système au complet, les subventions, les financements, les prises de risque, comment les financeurs vont accompagner la prise de risque. Tout ça est basé sur une notion de faut que tu aies un retour rapide d'argent. Alors qu'en streaming, on voit de plus en plus de gens qui vont travailler 1 toune, 2 tounes, un EP, un deuxième EP. Des fois, il y en a qui n'ont pas d'album du tout. Il y a des modèles d'affaires en électronique. Il y en a beaucoup qui... L'album, t'en as un, c'est un statement plus qu'autre chose. Ils travaillent du single, puis des remixes de single, puis des EP, puis des remixes des tunes de leur EP. Et d'ailleurs, c'est dans les genres qui sont très, très forts, par exemple, sur des Spotify. Eux, des ventes, ils en font pas tant que ça, mais ils font beaucoup de streaming. Tu sais, c'est ça, il faut juste... faut voir comment, puis ce modèle-là est applicable dans certaines niches, dans d'autres, beaucoup moins. T'sais, en classique, tu peux pas vraiment y aller par single. Ça marche pas. C'est des morceaux, des symphonies, dans bien des cas, souvent, il y a tout un... il y a plein d'œuvres où une œuvre est en plusieurs morceaux, plusieurs mouvements. Ça fait que ça dépend toujours de c'est quoi que tu mets en marché. Et c'est là qu'il faut juste déconstruire un peu la façon de le voir puis de le penser au final sur les nouveaux modèles, puis monétairement, qu'est-ce qu'on peut amener. L'autre défi aussi monétaire, c'est pour, comme je disais tantôt, le classique. Tous les genres qui sont plus que 8, tu sais, c'est-à-dire qui font plus que des tunes de 3 minutes, qui vont faire des 8, 10, 15 minutes. En streaming, le modèle est pensé pour du pop. Tu es payé à partir de 31 secondes. Ça fait que si tu fais plus long que ça, tu es payé la même affaire que l'autre qui a 3 tunes de 3 minutes. Ça fait que ça fait partie des défauts des plateformes. Est-ce que le classique ou ce genre de musique-là, bien, il y a d'autres plateformes qui peuvent plus les avantager? Peut-être. Tu sais, je pense que ça, c'est toutes des choses qui sont en train d'être réfléchies aussi de façon générale. Puis peut-être que ça va changer, peut-être qu'il va y avoir des plateformes vraiment pour certaines niches qui vont être plus équitables, tout ça. Tu sais, c'est plus là, je dirais, là, qu'il y a des enjeux vraiment majeurs au niveau de la redistribution monétaire qui sont importants, je dirais. Mais cette question-là de durée, justement, ça peut être vu comme ça, comme un avantage d'avoir un catalogue qui dure dans le temps. Oui. Mais pour un marché plus petit comme le nôtre, est-ce qu'il n'y a pas un gros inconvénient qui est celui de la revalorisation de toute la musique des années 60, 70, toute la musique américaine des années 60, 70, qui va être beaucoup écoutée sûrement. C'est certain. Des années 80 aussi. Oui. Où les gens dépensaient plus d'argent pour cette musique-là, ou en tout cas marginalement, parce qu'ils possédaient déjà les albums, puis ils écoutaient déjà ces albums-là sans avoir payé. Maintenant, quand les Beatles arrivent sur Spotify, ben, c'est sûr qu'ils prennent maintenant une grosse partie des revenus des gens qui paient leur abonnement. Alors, ce qui reste pour des marchés plus marginaux comme le nôtre. Bien, en fait... c'est un des défauts, moi, que j'ai toujours trouvé de façon générale, au niveau de l'industrie. C'est qu'on a puis un peu quand je disais tantôt qu'on démonisait beaucoup l'autre, la plateforme, la nouvelle façon de consommer la musique, puis on disait, on n'allait surtout pas là, tu sais, parce qu'ils ne nous payent pas. Toute cette énergie-là qu'on a mis à faire ça, moi, je considère qu'il y a une partie où on a dévalorisé beaucoup notre propre musique. Moi, j'ai entendu des gens dans l'industrie dire un album, maintenant, c'est un outil de promotion. Ça vaut rien. Mais tu sais, il y a des musiciens qui ont travaillé en studio, là. Ces gens-là, c'est un art. Je veux dire, le guitariste, le bassiste, le drummer, il a pratiqué combien de temps? Il a étudié là-dedans. Ça a une valeur. Un réalisateur, ça a une valeur. Quelqu'un qui mixe. Tout ça, il y a beaucoup de producteurs, puis même d'artistes qui se sont mis à dévaloriser ce travail-là en disant, bien, ça va tout se passer en show. Fait qu'il y a eu cet aspect-là, puis il y a eu aussi beaucoup d'énergie qui a été mise à pas mettre en valeur que, hey, ce qu'on fait, c'est
c'est de la bonne musique. On a du monde qui sont bons. C'est impressionnant au Québec, au prorata de la population qu'on a, la quantité de talent au niveau musique, chanteur, il y en a, je veux dire, c'est hallucinant. Puis, à travers ça, de façon générale, au lieu de dire « Hey, regardez ce qu'on fait, comment ça peut bien se comparer à des Français, à quel point ça peut bien se comparer à ce qu'aux États-Unis ils font, ils sont pas meilleurs que nous autres. » Puis nous, on le fait à pas mal moins cher en plus. Puis, tu sais, on se débrouille avec les moyens qu'on a pour faire des produits super qualité. Et pendant ce temps-là, on met l'énergie sur, mais allez surtout pas downloader ou allez surtout pas. C'est comme un double. C'est comme un message qu'on envoie aux gens où, tu sais, les gens, ils ont-tu le goût d'écouter notre musique? Moi, je vois des blogs là, où les gens disent « Ouais, mais c'est pas bon ce qui se fait au Québec. » Écoute, là, je veux dire, si quelqu'un qui dit ça, c'est parce qu'il n'a pas écouté. Parce qu'il se fait à peu près de tous les genres musicaux ici. Puis, honnêtement, je vois pas qu'est-ce qui est... tu sais, de la mauvaise musique, il y en a partout, là. Je veux dire, il y en a aux États-Unis aussi. Ça fait qu'à un moment donné, il y a cet aspect-là qu'on n'a pas travaillé, je trouve, collectivement, assez. Un des exemples, souvent, que je donnais aux gens quand je parlais, c'était les producteurs de lait. Je sais là, que du lait... tu sais, ça fait partie de l'alimentation, c'est pas la même chose, mais les producteurs de lait, ils ont mis des années à nous convaincre que le lait, c'était vraiment bon. Puis le lait du Québec était bien meilleur que les autres. Les fromages, même chose. Puis en même temps, ben ils travaillaient pour des quotas, puis du lobbying pour contrôler les prix, l'offre et la demande, tout ça. Nous, on a mis beaucoup, beaucoup d'énergie sur les tarifs, aller faire des représentations, dire aux gens, attention, tu sais, si on ne fait pas d'argent là. Mais on n'a pas mis du temps à dire, regardez ce qu'on fait, là, c'est vraiment bon. Et puis, moi, je trouve que ça, on le sent. Puis présentement, même, on le sent en spectacle. Les gens vont moins voir des spectacles de chansons. Puis ça, je trouve ça dramatique parce que c'est toute une partie de notre identité. C'est probablement le plus beau, la plus belle façon aussi que les immigrants ont de nous connaître, puis de s'attacher, puis de prendre racine chez nous. C'est souvent par la musique que ça va se passer, puis par les chansons. Ça fait que c'est là où moi j'ai de la difficulté. Puis, tu sais, souvent, j'ai entendu souvent des gens dire « Ouais, mais sur Spotify, il n'y en a pas de musique québécoise. Moi, il m'en sort pas. » Et moi, mon réflexe, c'est « Bien, si toi, il t'en sort pas, c'est parce que tu n'en écoutes pas. Parce que moi, j'en écoute. Puis moi, dans mon algorithme, j'en ai de la musique québécoise. » Ça fait que, mais c'est sûr que si quelqu'un écoute jamais de musique québécoise, ça se peut que ça sorte jamais dans son algorithme parce que jamais il va voir que il y a de la musique d'ici. Mais pour que la personne écoute de la musique d'ici, c'est pas juste de jouer avec l'algorithme, c'est aussi de se donner le goût d'écouter de la musique d'ici, peu importe le genre musical qu'elle écoute. Parce que j'aurais beau essayer de donner de la pop à quelqu'un qui écoute du métal, il n'en écoutera pas plus, puis c'est justement, il va dire c'est pas bon de la musique québécoise. Tandis que si on prend le temps de dire ça existe du bon métal québécois, ben peut-être que tout à coup, il va se mettre à découvrir une scène musicale qui existe ici. Ça fait que c'est tout cet aspect-là, moi, je trouve que dans les dernières années, avec l'arrivée de la nouvelle technologie, on a complètement tassé ça de côté, puis on n'a pas mis cet effort-là de donner le goût aux gens d'écouter ce qui se fait ici, parce que moi, je pense que ça changerait beaucoup de choses au final si on prenait le temps de se donner des façons de mieux le communiquer, puis en tout cas de faire comprendre aux gens la diversité musicale qu'on a au Québec qui est impressionnante. C'est un travail à faire, on dirait, de génération en génération. On dirait qu'à chaque génération, il faut recommencer à zéro pour dire
il y a de la bonne musique qui se fait au Québec. Ça m'amène, ça me pose cette question-là de voir pourquoi. D'abord, je me demande si on est les seuls à vivre ça. Est-ce que c'est le fait que la musique anglophone soit nécessairement, je ne sais pas exactement pourquoi non plus, mais toujours plus cool, toujours, puis qu'à la jeune adolescence, l'adolescence, c'est une bonne partie des gens qui soient attirés par cette musique-là, puis qui dévalorisent ou sans la connaître souvent, la musique qui est faite ici. Puis à un moment donné, dans le parcours des gens, ils ont, pour une partie en tout cas des gens, il y a la découverte de ce qui se fait ici, puis l'appréciation de ce qui se fait ici plus tard, pas souvent, des fois c'est à l'adolescence, mais souvent c'est plus tard. Est-ce qu'on a encore les moyens de faire en sorte que les jeunes entrent en contact avec la musique québécoise? Est-ce que ces plateformes-là, c'est ce qu'on voyait, les chiffres sur iTunes, en tout cas à l'époque, là, on n'a pas sur les plateformes, mais les chiffres sur iTunes nous disaient que dans l'achat de pistes, il y avait une concentration encore plus grande sur la musique anglophone que dans l'achat d'albums physiques. On peut imaginer que c'est la même chose dans le streaming. Est-ce que quel moyen crois-tu, je sais qu'il n'y a pas de réponse magique. Non. Est-ce que tu vois des moyens qu'on pourrait avoir de faire en sorte que la jeunesse québécoise entre en contact avec la musique? Bien, moi, comme je disais tantôt, c'est un des enjeux, je pense, surtout présentement, un des enjeux, c'est surtout que, par exemple, dans les années 60-70, il n'y avait pas énormément de médias. Il n'y avait pas, autant de morcellement, je ne sais pas comment l'exprimer, mais entre les différents publics. C'est-à-dire qu'il y avait des points communs où un gros nom pouvait devenir juste la référence pour à peu près tout le monde. Il y avait une espèce de mobilisation envers certains, je pense, de nos grands monuments de la chanson. Là, je pense à Vigneault, je pense à L'Éveillé, je pense à Harmonium, je pense à Beau Dommage. Il y a comme... je pense que maintenant, on est plus dans une logique où les gens ont des goûts beaucoup plus nichés, en fait, et beaucoup plus variés qu'on peut imaginer. C'est-à-dire que moi, j'ai des amis qui sont des fans de métal, mais qui vont écouter du funk puis du jazz. Tu sais, je veux dire, il y a comme un côté très... qui est moins consensuel d'aller chercher les gens pour que tout le monde t'aime, je dirais, ou que la vaste majorité aime, mais il y a une façon de réussir à aller chercher les gens un peu partout, selon ce qu'ils aiment. Je pense que c'est ce côté-là qu'on a oublié. Je pense que c'est là qu'on va aller chercher la plus jeune génération. C'est sûr que l'anglophone, tu sais, souvent, ça aussi, c'est... Il y a de plus en plus d'anglophones qui se consomment et tout. Moi, je regarde les disques que mes parents étaient des gros consommateurs de musique québécoise. Moi, je regarde les 33 tours. Je suis sûre que si je fais l'inventaire, il y a minimalement 50% qui est de l'anglophone. Tu sais, il y en a du Beatles, puis il y en a du Rolling Stone, puis il y en a du... Ça fait que je suis pas prête à dire que c'est nécessairement une problématique de... Il y en a plus maintenant. Ou... C'est certain que la machine américaine est beaucoup plus forte. Je veux dire, ils investissent des milliards d'argent dans de la mise en marché d'albums et de chansons et d'artistes aussi, tu sais. Ça fait que c'est certain qu'ils ont une force de frappe beaucoup plus grosse que nous sur notre petit territoire. Ça, c'est certain. Mais en même temps, moi, je pense aussi qu'à un moment donné, c'est juste, je peux plus dire à quelqu'un qui aime du jazz, ben, je vais te donner des gros hits pop. Puis je pense que chez les jeunes, c'est drôle. Moi, j'aime pas ça faire des généralités. Moi, je suis pas certaine que les jeunes sont complètement déconnectés. Je trouve que la scène hip-hop et la force de la scène hip-hop actuelle au Québec est un bel exemple de toute
une jeune génération qui est là pour un genre musical qui, overall, n'avait pas de radio, à peu de choses près. Ils avaient à peu près pas de visibilité médiatique il y a encore quelques années, mais ils ont réussi à s'implanter en allant chercher leur monde, en mobilisant leurs propres fans et en réussissant à travailler ce marché-là de façon hyper efficace. Puis là, maintenant, c'est comme si c'était une révélation pour plein de monde. Ça fait que moi, je pense qu'il y a la possibilité de le faire, puis il y a la possibilité d'aller les chercher. Maintenant, il faut aller les chercher de la bonne façon, puis il ne faut surtout pas essayer de leur rentrer dans la gorge, excusez-moi l'expression, quelque chose qu'ils ne veulent pas ou qui ne les intéresse pas. Et c'est là où l'algorithme est peut-être le truc le plus difficile pour des gens qui veulent travailler du produit dans l'industrie de la musique comme avant. C'est que l'algorithme, tout à coup, il donne au consommateur ce qu'il veut. Pas ce que le producteur voudrait bien qu'il prenne. Et ça change le focus tout à coup où c'est le consommateur qui a le gros bout du bâton au final, dans le quotidien. Ça fait que ça, c'est cette relation-là qui change pour moi. Puis c'est pour ça que moi, j'essaie toujours de penser en tant que consommatrice. J'essaie toujours de me mettre à la place du public cible que je vise, puis voir, moi, je réagirais comment. Puis si c'est pas moi, le public cible immédiat, c'est d'aller voir ce public cible-là qui est dans mon entourage et de leur poser des questions pour être capable de comprendre, eux, sur quoi ils accrochent, eux, c'est quoi qui les intéresse. Ce côté-là, il est hyper important, je pense, beaucoup plus. Fait que les jeunes, tout ça, c'est le même genre de dynamique qu'il faut qu'on réussisse à trouver pour mettre nos artistes en valeur. Puis, tu sais, c'est sûr que là, c'est complexe, il y a plein de choses, tu sais. Je pense pas qu'on... En tout cas, moi, je prétends vraiment pas avoir la réponse, mais je pense surtout qu'il faut changer notre approche, notre façon de voir les choses, qui avant était comme... Tu sais, c'est là où le changement de modèle est important. Avant, c'était je sortais un single, je sors mon album, je sors un autre single, je pars en tournée, je sors un autre single. Tu sais, c'était la recette. Tout le monde faisait ça. J'avais personne n'aurait même mis au défi quelqu'un de ben non, voyons donc, on peut pas faire ça. Tu sais. Là, on peut plus le penser juste de cette façon-là. Pour certains produits, ça va marcher comme ça, puis c'est tant mieux. Pour d'autres produits, c'est complètement une autre façon de le penser. Ça fait que c'est sûr que c'est déstabilisant quand tu n'es pas prête à faire ça. Et c'est du risque aussi, parce que là, ça se peut que tu te pètes la gueule, ça se peut que tu essaies une stratégie et que ça ne marche pas du tout aussi. Tu sais. Ça fait que c'est là où ça peut être tricky au final. Dans un univers segmenté comme celui que tu présentes, est-ce que tu vois je sais pas, un Gilles Vigneault ou un Richard Séguin de 40 ans, ou de 35-40 ans, qui va réussir à avoir une carrière sur la durée, une carrière très populaire. Oui, je comprends. Est-ce que c'est... Bien, en fait, c'est... Qu'est-ce que la popularité? Tu sais, c'est juste... Vivent très bien. Moi, je pense... Art, disons, oui. Puis qui participent en même temps à une culture commune. Moi, c'est très étrange. Tu vois, je trouve ça super intéressant comme question parce que je me suis rendu compte dernièrement, j'ai fait l'analyse de mes clients et des artistes avec qui je travaille et ils ont tous dans la quarantaine. Tous. Il y en a un artiste qui est un peu plus jeune, qui est début trentaine. C'est mon artiste le plus jeune avec qui je travaille. Puis, étonnamment, il y en a qui réussissent à vivre de leur musique. Je ne dis pas qu'ils vont devenir multimillionnaires, mais qui réussissent à en vivre, puis qui travaillent dans l'objectif d'une carrière
Je pense que c'est surtout ça. C'est quand je les vois aller et que je leur pose des questions sur ce qu'ils s'attendent, qu'est-ce qu'ils veulent. Le buzz d'être la vedette est passé. Ça, c'est la vingtaine. Je veux être une vedette. Je veux être au top. Ils ont beaucoup. Ils savent beaucoup plus où ce qu'ils veulent aller. Où est-ce qu'ils se situent au niveau artistique. Ils acceptent beaucoup plus leur public. Tu sais, moi, j'en ai vu des artistes fâchés parce que le public qu'ils voulaient, c'était pas celui qui était dans la salle. Il était trop jeune ou trop vieux, ou il était... Peu importe. Là, tout à coup, ils sont conscients de... Ben moi, ma gang, c'est eux autres. Puis j'ai le goût de les rendre heureux. C'est fou comme ça. Alors qu'à 20 ans, c'est le trip de la tournée, de faire de la musique, de gang. C'est comme si tu sors de ton adolescence. Puis, bizarrement, je sais que la majorité... Je suis sûre, je sais pas, peut-être ça va être intéressant de voir s'il y en a d'autres qui répondent à la même chose que moi, mais moi, je sais que dans le parcours d'où je viens, 40 ans, il y avait une connotation très péjorative, comme si, écoute, ton buzz, il est passé. Tu sais, pas mal ça à la fin. Et bizarrement, je travaille avec des artistes, puis au contraire, on réinvente leur façon de voir, puis on essaie de les repositionner là où ils sont sur leur X, parce qu'ils se cherchaient tellement avant qu'ils ne l'étaient pas. Ça fait que, étrangement, je crois encore plus que quelqu'un qui est fin trentaine, début quarantaine, va peut-être pas avoir le hit list, va peut-être pas être la sensation du moment que tout le monde parle, mais qui va s'établir lentement mais sûrement de la bonne façon, où il va faire quelque chose qui fait du sens dans sa vie à lui, comme créateur, puis qui va redonner, je pense, au monde beaucoup plus, au final, juste dans son approche de la création. C'est comme si tout à coup, ils sont plus là pour le glam, ils sont là pour la démarche, puis ce qu'ils apportent à leur public, et toute cette conscience-là aussi, fait que je dois être pas mal à contre-courant pour ça. Mais c'est ça. Puis tu vois, c'est vraiment, dernièrement, je me suis mis juste à regarder ça, puis j'ai fait, c'est donc bien étrange comme feeling, parce que jamais j'aurais pensé ça. Parce que le thinking, c'est ta carrière, c'est à 20-25 ans. Puis en effet, et moi j'ai vu plein d'artistes, 20-25 ans, partir en fou, et qu'en cours de route, là, tout à coup de la tournée, là, ça leur tente pas. Puis tout à coup, là, du temps en studio, là, puis là, ça me tente pas, là, de faire tel genre de musique, là, j'en ai fait plein, puis j'étais un peu tannée. Puis c'est pas moi, ça. Je sais pas pourquoi je le faisais, parce que je voulais être à la mode. Il y a tout ça, ça joue quand tu es en début de carrière. Fait que j'ai vu beaucoup d'artistes, moi, lâcher pour ce genre de raisons-là, justement quand ils étaient jeunes. Fait que je pense que tu es plus à l'écoute quand tu arrives dans la trentaine déjà de « je veux-tu faire ça? » Parce que souvent aussi, tu t'es cassé la gueule une couple de fois avant où tu as fait des affaires que tu fais « ouais, je suis pas sûre que je veux retourner là. » Fait que je crois bien plus à une carrière sur le tard qui va être beaucoup plus durable que d'essayer dès le départ de frapper fort puis d'avoir... c'est ça, puis que ça retombe tout aussi vite, t'sais. Mais ça, c'est ça, c'est une approche, là. Puis c'est là où je trouve, étrangement, que le streaming peut servir. Parce que pour moi, le streaming, c'est... Ton album, il est toujours là. Fait que si la personne, elle te découvre sur le 4e album, elle va revenir en arrière, t'sais, pour t'écouter. Puis moi, j'ai entendu, là, des remarques de gens de l'industrie de « ben là, il est à son 4e album, ça n'a jamais scoré, puis fait que ça ne marchera jamais. » Puis j'en ai vu des cas que c'était pas vrai. Fait que tu sais, c'est ça. Mais ça, c'est vraiment une approche, c'est une vision
d'industrie. Puis c'est une vision aussi de ce que tu veux travailler. Moi, je connais des producteurs qui vont travailler du produit vraiment court terme. C'est ça leur marché, c'est comme ça qu'ils travaillent. Moi, je suis plus dans une approche carrière. Fait que ce côté-là, moi, j'y crois vraiment en vieillissant. Puis je pense vraiment que ça se peut. Je pense encore plus quand le CD va mourir, que je pense que ça fait 5 ans au moins que je dis il va mourir. Il meurt pas. Je pense encore plus quand le public va vraiment basculer dans un modèle d'affaires beaucoup plus clair. Alors que là, on est comme sur 3 modèles. Je suis sur du CD, je suis sur de la vente de pistes, puis je suis sur du streaming. Fait c'est encore plus complexe à ce niveau-là. Mais moi, je pense que quand ce basculement-là va se faire, je pense que le streaming pour du long terme, en tout cas, au niveau du numérique, l'avantage, c'est que tes affaires sont toujours là. Les gens peuvent te redécouvrir en arrière, puis ils peuvent revenir toujours à tes choses. Puis ça, pour bâtir une carrière, je trouve ça beaucoup plus payant qu'à l'époque où, si tu voulais revenir en magasin, il n'y en a plus de CD. Puis ça te laisse le temps aussi. Autant il faut que tu sois là souvent, autant si tu veux prendre une pause, ton stock est encore là. En magasin, ton stock, il ne rentrait plus parce que tu étais barré du magasin. T'en es venu exactement là où je voulais en venir. Ouais. Aux revenus qui sont générés, si c'est pas indiscret, là, d'avoir une idée de c'est quel pourcentage des revenus, par exemple, qui sont générés, mettons, en moyenne, des artistes où tu connais. Ouais. Mettons, là où tu connais les chiffres, là, à peu près... Pour le numérique, tu veux dire? Le pourcentage qui est tiré encore des accords physiques, du téléchargement, du streaming, puis peut-être des concerts aussi. Moi, je te dirais que ça dépend vraiment beaucoup des artistes. Présentement, au Québec aussi, on a une anomalie qui vient beaucoup des radios satellites qui sont diffusées aux États-Unis et qui donnent des montants astronomiques dans certains genres, qui fait qu'il y a des artistes qui jouent là, mais que les gens connaissent pas tant et qu'ils ont énormément de revenus. Ça fait que ça débalance toutes les proportions possibles. Je te dirais que, mettons qu'on y va vraiment vente physique versus numérique, ta vente physique en quantité, de façon générale, elle est 50 à 60 encore en physique versus le numérique, dans la majorité des cas, je te dirais. Je pense qu'il y a peut-être des genres musicaux qui sont plus numériques que d'autres. Comme je te disais tantôt, mettons, en électro, moi, ce que j'ai vu, c'est que des ventes d'albums, c'est marginal. C'est même de la vente de titres, c'est marginal. C'est vraiment du Spotify à fond la caisse. Ça fait que je pense qu'il y a des genres où tout à coup, le public est vraiment beaucoup plus là par rapport à d'autres genres qui vont être encore un peu au niveau physique. Mais au Québec, je dirais que le ratio, il est encore à peu près du 60-40, 50-50, mais c'est difficilement l'inverse. Est-ce que c'est possible d'avoir des revenus significatifs du streaming? Le streaming, pour l'instant, pas tant. Moi, j'en ai vu dans certains cas, mais je te dirais que, tu sais, c'est ça, c'est parce qu'à un moment donné, qu'est-ce que significatif? Tu sais, ça peut être des revenus qui peuvent être intéressants, mais tu vas pas gagner à l'auto avec ça, là. Tu sais, je veux dire, on est un petit peu plus que le trio McDo, probablement, mais tu sais, on fait pas des montants astronomiques, là. À l'extérieur, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont mis. Pour peu de retour. Ouais. Tout à fait. Et c'est la vérité aussi, là. Je veux dire, en même temps, comme je disais tantôt, c'est à un moment donné, c'est comment tu le vois, ton stream. C'est que si tu le vois dans une optique de la même chose qu'une vente d'album, tu peux pas... tu peux pas le voir de cette façon-là. Un streaming, c'est vraiment sur du long terme. Puis, il faut vraiment le voir de cette façon-là, tu sais. Puis, tu sais, quand t'es rendu une méga star, là, mettons, puis que
t'en vends beaucoup, là. Puis, tu sais, j'en vois des producteurs qui ont fait ça. Puis moi, je me rappelle, à l'époque, c'est ce que je faisais. Quand je savais que je sortais un album d'un gros nom, bien, au début, tu le mets juste en vente. Parce que tu sais que tes fans finis, ils vont l'acheter. Parce qu'ils l'attendent. Puis en streaming, bien, t'attends 6 mois. Puis tu le mets en streaming au bout de 6 mois, 1 an. Puis là, après ça, il devient comme du catalogue, tu sais. Puis les gens, ils vont l'écouter, tu sais. Fait que si vraiment tu penses que tu vas aller faire beaucoup, beaucoup d'argent en vente, bien, tu peux utiliser cette stratégie-là. Je dis pas que c'est bon dans tout, mais tu peux utiliser cette stratégie-là. Quand tu n'es pas connu du tout, ou très peu, moi, ça me coûte rien de plus sur mon Spotify d'écouter quelqu'un. Parce que j'ai mon abonnement, il est payé. Puis ça se peut que je trouve ça bon. Ça se peut que je le garde sur mes listes. Ça se peut que je l'écoute à répétition. Cet artiste-là, peut-être je ne l'aurais jamais acheté. C'est pour ça que je dis, oui, les revenus, tu sais, c'est pas énorme. Je veux dire, je fais pas non plus, tu sais, c'est pas tout rose et magnifique. Puis oui, moi, je suis pour le fait que les créateurs aient plus d'argent. Tu sais, c'est sûr qu'un Apple puis un Google, la musique, elle est un produit d'appel pour leur bébelle, pour leur téléphone, pour leur ordi. Spotify, c'est un produit d'appel pour augmenter la valeur d'une compagnie, pour vendre du capital action. Fait qu'à un moment donné, ils ont leurs objectifs d'entreprise. Tu sais, Spotify n'est pas rentable encore, de ce que je sais. Apple et Google, on s'entend qu'ils sont rentables. Tu sais, est-ce qu'eux devraient payer plus cher? Ben oui, je suis entièrement d'accord. Tu sais, c'est ça, il y a une partie, oui, qu'il faudrait que ce soit plus cher. En même temps, c'est dur à calculer parce que la portion auteur-compositeur, bien, je ne peux jamais la matcher par rapport à une portion... tu sais, je peux pas savoir, moi, dans mon rapport SOCAN, combien de streams on value combien d'argent à l'auteur-compositeur puis à l'éditeur versus combien de streams on value combien en sortant du distributeur. Je suis même pas capable de faire une corrélation quand je reçois mes rapports. Ça fait que je pense qu'à un moment donné, c'est ça aussi. On peut dire, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent. Maintenant, il y a du data aussi qu'on n'a pas, mais il y a du data aussi qu'on a, mais qui est filtré par soit un distributeur, soit une société de gestion de droit, puis que moi, je n'ai pas le détail, puis je ne peux pas faire de corrélation. Puis je le sais que c'est super compliqué, mais c'est sûr que si on pouvait faire des corrélations, puis voir, ça marche-tu? J'ai-tu été payé le bon nombre de streams? Alors, tu sais, il y a tout ça, tout cet aspect-là, il joue, mais c'est ça, le revenu, à un moment donné, tu sais, qui perd le plus, qui gagne le plus? Tu sais, je dis pas que tu peux gagner ta vie, là, juste avec du streaming, loin de là. Mais à un moment donné, moi, j'ai pas d'enfant, je reçois ma nièce, ben, j'ai pas d'album pour enfants, j'en aurais jamais acheté de ma vie. Mais parce qu'elle est là, je vais streamer de la musique pour enfants. Là, tout à coup, il y a du revenu qui vient là qu'il n'y aurait jamais eu. Tu sais, fait qu'il faut juste aussi essayer de le penser autrement. Il y a des gros désavantages, mais il y a aussi des gros avantages. Fait qu'après ça, c'est de voir comment on peut essayer de tirer parti le plus de ça. Puis après ça, c'est de voir aussi comment on peut s'organiser pour aller chercher plus de revenus collectivement. Si on a une valeur collectivement, tu sais, à Apple, au début, il y avait, les premières années, il y avait un gars à Toronto. C'était le seul qui s'occupait d'Apple Canada. À un moment donné, ils se sont mis à voir qu'il y a des ventes au Québec. Et c'est une proportion importante de nos ventes parce que les albums québécois étaient vendus en top. Et là, ils ont fait on va mettre quelqu'un au Québec. Puis là, maintenant, on a une personne temps plein qui s'occupe que du contenu québécois. Fait que de là, un peu, tu sais, on revient un peu à ta notion de faut mettre en valeur nos artistes. Si on perd de l'intérêt dans notre propre public cible de nos artistes, la plateforme, pourquoi elle mettrait de l'énergie sur nous? On n'est pas de l'argent pour elle. Si on est une valeur ajoutée puis elle se rend compte qu'on a un marché ici qui est unique et qu'on a des fans qui écoutent notre musique, ils vont mettre de l'énergie sur nous et ils vont se mettre à travailler avec nous et ça va devenir aussi un moteur économique plus important. Ça moi, j'y crois profondément. Ça fait que c'est sûr qu'un va avec l'autre.
Puis c'est comme ça qu'il faut moi, c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je pense qu'il faut qu'on le travaille pour y arriver éventuellement. T'sais. Ma dernière question, là, Oui. alors, tu le disais tantôt, Spotify est déficitaire. Oui. La musique sert à capitaliser cette Oh, oui, tout à fait. On peut penser que les plateformes de Google puis d'Apple Music sont déficitaires elles aussi. Ou prises individuellement, probablement, oui. On ne comprend rien aux méthodes de répartition des revenus. Bien, c'est pas qu'on comprend rien. On comprend pas en tout cas, ça reste nébuleux pour la plupart des gens à qui on en a parlé. Oui, parce que personne n'a vu les contrats. C'est simple comme ça. Les distributeurs signent des contrats avec les plateformes. Les producteurs n'ont aucune idée de ce qu'il y a dans les contrats. C'est pour ça que c'est nébuleux. Je dis pas que les contrats sont assez complexes, là, mais ce que je veux dire, c'est que de façon globale, c'est pas si flou que ça. Le problème, c'est ça. C'est que les gens savent pas le montant parce que c'est une répartition de profit plutôt que d'être un montant du stream. C'est simplement ça. Puis, la plupart des artistes reçoivent des montants assez marginaux. Là, Socan disait 54 $ en moyenne par personne, par artiste qui reçoit des redevances de la Socan. Puis, ça comprend Drake puis Céline Dion qui reçoivent des dizaines de millions probablement de... Mais la Socan, ce n'est que du droit d'auteur. Oui, mais c'est ça. Les revenus numériques générés par... oui, tout à fait. Oui. Mais c'est quand même, on peut penser que c'est des sous ou quelques dollars. Bien, c'est certain. Oui, c'est certain que les montants ne sont pas élevés, là. Ça, c'est sûr. Fait que ça m'amène à la question, si on a des plateformes déficitaires, on a une méthode de répartition qui n'est pas très claire, puis on a des artistes qui sont assez mécontents du montant qu'ils reçoivent. Est-ce que ce modèle-là est appelé à durer? Ou, à ton avis, est-ce qu'il y a des modèles concurrents qui pourraient émerger, qui pourraient satisfaire davantage les gens? Moi, je pense que j'ai aucune notion de l'avenir et les plateformes changent et les modèles changent rapidement selon la technologie. Je pense quand même que le streaming est un modèle qui va rester pour un certain moment. Je ne pense pas qu'on va revenir à un modèle d'achat. Pour la simple et bonne raison que quelqu'un qui s'abonne une fois à une plateforme de streaming n'a plus le goût de revenir en arrière. C'est un système qui est comme une bibliothèque. Alors, c'est un système que je ne vois pas, en tout cas, au niveau du modèle, là, comment les rétributions puis les redevances vont être payées. Peut-être que... Moi, je pense que ça va être appelé à grandir parce que la réalité, c'est que plus les plateformes font d'argent, plus elles répartissent parce que c'est un split sur le montant global qui est collecté. Donc, normalement, plus elles vont faire de l'argent, plus il va y avoir de l'argent qui va redescendre dans la chaîne. Le modèle, il est fait comme ça présentement, normalement. Ça fait que moi, je pense que c'est un modèle qui est appelé à durer. Moi, je pense qu'un des problème majeur présentement, c'est un peu ce que tu disais, c'est que les gens aussi mélangent tout. Ce que la Socan perçoit, c'est la portion auteur-compositeur. C'est pas la perception qui vient du distributeur. Puis comme j'expliquais tantôt, un des gros problèmes qu'on a, c'est que moi, comme artiste, si je reçois des rapports, je suis incapable, même comme maison de disques qui reçoit un rapport du distributeur, puis qui est aussi éditeur et qui est à la Socan, j'ai aucune façon de voir combien de streams a été fait sur la plateforme, pour quelle période, dans mon rapport de la Socan, et le comparer à ce que je pourrais potentiellement avoir dans mon rapport du distributeur. Tant que ça, le peu de données qu'on a, tant que ces données-là vont être floues, nécessairement, ça va devenir abstrait. Parce que là, les gens, tout ce qu'ils voient, c'est des chiffres. Ils voient un chiffre total. Et ils ne voient pas d'où vient ce chiffre-là. Et le problème, il est surtout là, présentement, moi, je trouve. C'est pas paradoxal qu'à l'ère du big data, de la collecte de données la plus précise qui a jamais existé, les producteurs, les labels aient
probablement le moins d'informations sur leur produit. C'est certain. Je veux dire, moi, mon conjoint travaille en commerce électronique. Tout est traquable. Ils sont capables de... La quantité de données qu'ils ont à analyser est impressionnante. Nous, on n'a pas le quart de ça, parce que les plateformes nous donnent ce qu'elles veulent bien nous donner, déjà. Donc, elles ne nous donnent pas accès à tout. Donc, c'est un premier problème qu'on a. Et après ça, on passe par des intermédiaires et les quantités de données qu'ils reçoivent, leurs systèmes ne sont pas adaptés à traiter l'ensemble de toutes ces données-là. Puis, il y a un coût administratif aussi là, à gérer toutes ces données-là. C'est beaucoup de data à traiter pour, au final, combien de coûts administratifs et d'infrastructures que ça leur demande. Donc, tout ça fait en sorte que les données sont toujours traitées sans qu'il y ait tant d'informations que ça, au final, qui arrivent au destinataire. Donc oui, c'est hyper paradoxal. En même temps, il y en a beaucoup que c'est des systèmes qui ont été montés à une époque où ces systèmes-là n'étaient pas prêts non plus à recevoir ça. Donc, il y a eu un temps d'adaptation qu'il faut prévoir. Il y a un temps de mise à jour. Il y a un temps de... Mais c'est certain que c'est un des trucs au niveau de la musique que quand vous parlez à des gens qui travaillent en informatique, sur lesquels, eux, ils trouvent ça fascinant de voir que, en fait, la chaîne fonctionne bien présentement parce que tout le monde fait confiance que le chiffre que l'autre va lui fournir est le bon. Et le système repose entièrement sur ça. Parce que la réalité, c'est que personne n'a des données de vérification assez importantes pour être capable de pouvoir challenger potentiellement quoi que ce soit au final. Mais bon. Fait que oui, c'est un des grands paradoxes de notre temps en numérique. Merci beaucoup. Merci à vous.